OKC n'est pas passé loin du chaos, mais OKC a gagné et est revenu à 2 manches partout dans ses finales NBA. Victoire du Thunder sur le parquet des Pacers, 111-104. Pourquoi je dis qu'OKC n'est pas passé loin du chaos? Le Thunder avait 10 points de retard en cours de troisième quart-temps. Mais finalement, gros quatrième quart-temps de la part des joueurs de Marc Daigneault qui l'emportent 31-17 sur les 12 dernières minutes et qui du coup égalise dans cette série. On se retrouve désormais avec une finale au meilleur des 3 matchs, dont 2 manches potentielles à Oklahoma City. Dès le prochain match, le Game 5 sera à Oklahoma City. On va d'abord revenir sur le Game 4, évidemment. Les gars, vos impressions sur ce match 4? Vas-y, Fred. Ce qui est marrant, c'est que quatrième match, c'est un scénario encore complètement différent. T'avais dit dans le dernier résumé, Antoine, que t'avais l'impression que sur le premier match, c'était OKC qui avait perdu le match. Et là, c'est clairement Indiana enfin, c'est l'impression que ça me laisse. Moi, je comprends pas comment les Pacers ont pu perdre ce match parce que le premier carton était parfait pour eux, était parfait et le quatrième carton a été horrible et j'ai pas compris en fait comment l'équipe en fait c'est pas désunie, c'est pas ça, mais en tout cas a manqué de lucidité vraiment sur ses attaques dans le dernier carton et ça a été flagrant pour moi en fait. Les mauvaises attaques se sont enchaînées dans les 3-4 dernières minutes. Ouais, moi, ce que je retiens d'abord de ce match, c'est que c'était un match passionnant, en fait. J'en parlais avec Antoine juste avant qu'on commence le CQFR. J'ai regardé avec un petit peu de différé. Et donc, sur mon League Pass, il me restait énormément de temps, alors qu'on était déjà dans le quatrième quart-temps. Je me disais, mais il va y avoir une prolongation ou quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et jusqu'à la dernière seconde, je me demandais s'il allait pas se produire un truc de fou. Franchement, je me suis régalé. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis pardon Fred, quand tu parles de scénario encore dingue, ce qui est vraiment passionnant dans cette série, c'est que tu vois vraiment l'équipe qui gagne, c'est celle qui arrive à imposer son rythme et sa volonté à l'adversaire. Et tu parlais du début de match qui va à 2000 à l'heure. Les Pacers ont une adresse folle. J'ai noté, ils ont mis 9 de leurs 12 premiers tirs. Et il y a 8 passes décisives sur ces 9 paniers marqués. Donc c'est tout le jeu des Pacers. Et la fin, ça se joue sur le rythme d'Okessi en fait, où c'est attaque placée sur attaque placée. Et c'est une bataille stratégique, c'est une bataille de volonté aussi de joueurs. On a vu plusieurs joueurs. Moi, j'ai trouvé Chet Holmgren incroyable dans d'abnégation à se jeter alors qu'il se fait mal tout au long du match. Enfin bref, moi, j'adore cette finale en fait. Je pense que c'est ma conclusion de ce match-là. Écoute, pourquoi pas. C'est une bonne conclusion. C'est vrai que c'est une belle finale avec du beau basket, surtout les 2 derniers matchs. C'est vrai qu'on a des scénarios un peu différents à chaque match. Sur celui-là, je disais, Indiana prend 10 points d'avance, 86-76. C'est la première fois de la série que les Pacers ont mené de 10 points. Il a quand même fallu attendre le 15e quart-temps de la série. Depuis le début des finales, on répétait, on voyait parfois passer la stat. Alors, j'ai pas la stat exacte, mais le temps que le Thunder a passé au contrôle des rencontres par rapport au temps qu'Indiana a passé au contrôle des rencontres, et c'est largement l'avantage du Thunder. Et là, ça va rejoindre ce que disait Fred sur ce match-là. C'est Indiana. Alors, il y a des moments où OKC est repassé devant, même en première mi-temps. Mais sur l'ensemble du match, c'est plutôt Indiana qui est devant. On a l'impression qu'il n'y a rien qui marche pour OKC, ou presque. C'est-à-dire qu'il y a on revient sur le line-up initial avec Isaiah Hartenstein dans le 5 majeur, avec Chet Holmgren. On comprend vite pourquoi Marc Daigneault s'en était écarté avant même le début des finales. Ça va très très vite pour Indiana. Ça commence très fort. OKC met pas un panier à 3 points. OKC lâche pas une passe décisive en comparaison de leur balle perdue. Ils finissent à 10 passes décisives pour 13 turnovers. Et malgré ça, OKC gagne. Tu as commencé à parler du rythme Théo. On peut peut-être parler aussi de chez Gildus Alexander. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment OKC l'a fait. Alors peut-être Fred que tu préfères répondre comment Indiana s'est écarté de cette victoire. Les deux marchent, mais comment au final le Thunder finit par gagner ce match et avec ce quatrième carton clé à l'avantage du Thunder. En fait, la fin de match, ça a été une chasse au mismatch. Il y a eu, en fait, OKC a joué quasiment tout le temps la même action, c'est-à-dire un écran de chez SGA pour Jalen Williams, qui était le porteur de balle principal sur une grande partie du match. Sur le premier quart-temps, c'est lui qui porte l'équipe, parce que J-Dub, il fait un excellent match, même si au niveau de l'adresse, c'est encore compliqué, et son agressivité, elle a tout changé. Je pense que le match, bon, on y reviendra tout à l'heure, mais il joue aussi sur les lancers francs.
parce que justement, Jalen Williams, 11 sur 11 et SGA, 10 sur 10. Et donc, je reviens sur ce que je disais. En fait, c'était vraiment cette chasse au mismatch pour que Naismith défende sur SGA. Et en fait, sur les 6 dernières minutes, SGA, il marque que comme ça. Sur un switch, il attaque Naismith, il met ses tirs à mi-distance. Il y a également cet énorme 3 points aussi qu'il met. Mais ce 3 points, il vient aussi de ce switch initial où c'est finalement Jalen Williams qui, derrière, vient fixer et lâche la balle pour SGA qui met ce tir. Et de l'autre côté, on a vu que les Pacers essayaient de cibler SGA et aussi Chet Holmgren avec Haliburton. Et Haliburton, sur le dernier quart-temps, il marque énormément de drives. En fait, sur Chet Holmgren, il en met 2 plus 2 lancers francs et il met aussi un drive sur SGA. Et en fait, Indiana est peut-être tombé dans ce piège-là et a arrêté de jouer avec Pascal Siakam. On a vu sur le match précédent, les Pacers avaient trouvé Siakam au poste haut plutôt qu'au poste bas. Et là, en fait, ils ont arrêté complètement de jouer avec Siakam au fur et à mesure du match et jouer vraiment sur ce mismatch Haliburton. Et malheureusement, il y a eu des tirs trop forcés, en fait. Sur la fin de match, les tirs ont été forcés. Il y a ce step back d'Haliburton sur SGA où il se fait contrer. Il reste 10 secondes sur la possession. Et c'est un moment crucial dans le match. Il y a une Emmard aussi il y a un switch sur Chet et qui prend un step back. Bon, c'était à 2 points, mais c'était un long 2 points qui était contesté aussi. Et en fait, voilà, sur cette fin de match, Indiana a arrêté de jouer intelligemment. Enfin, à mon sens, ils se sont pris dans le jeu où ils avaient plus à perdre qu'à gagner. Et ils ont peut-être été trop cérébraux à cet instant du match. Et il y a eu peut-être un manque de lucidité par rapport à ça, parce que je parle d'être cérébral, mais en fait, il y avait mieux à jouer. Il y avait ces mismatchs sur Pascal Siakam qui n'ont pas été joués. Turner se retrouve sur SGA. On cherche pas Turner. Il y a cette action où je parle du step back de Haliburton, mais il y a une action où en fait il a Chet Holmgren sur lui. Il tente un step back à 3 points parce qu'aussi il y a Miles Turner en fait qui a SGA mais qui reste planté dans la raquette. Vous allez revoir l'action. Il reste planté dans la raquette au lieu de juste dégager l'espace ou juste demander la balle. Et en fait, Indiana perd vraiment le match sur ça, en fait, sur son manque de lucidité offensive sur les dernières actions. Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, du coup, je vais prendre le point de vue d'OKC. J'avais trouvé que le match précédent, si les Pacers l'avaient gagné, c'est parce que c'était l'équipe qui avait le mieux réussi à appliquer son plan de jeu de la première à la dernière minute du match. Et sur ce match-là, j'ai un peu l'impression que c'est le cas du Thunder. C'est-à-dire que les adaptations de Marc Daigneault ici est tenu. Il a commencé avec ses 2 bigs, il les a fait rejouer à plusieurs moments ensemble. Il y a toujours eu un big sur le terrain. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un line-up uniquement small à un moment. Faudrait que je regarde. Il a changé le pattern de sortie de terrain de Shai Gilgeous-Alexander, qui est quelque chose que on sait que les joueurs NBA, notamment les stars, ont leurs préférences, qu'il y a des joueurs qui préfèrent sortir à tel moment et que ça soit comme ça à tous les matchs. Mais j'avoue que sur ces playoffs, il y a des moments où pour Shai et aussi du côté des Nuggets pour Jokic, où parfois je comprenais pas pourquoi c'était toujours jouer l'intégralité du premier quart-temps quoi qu'il arrive et pourquoi il n'y avait pas un peu plus de changement là-dessus. Là, ils ont changé sa pattern de changement de manière à ce qu'ils se reposent à certains moments clés des rencontres. Et ils ont aussi, ce que tu disais, Fred, laissé beaucoup plus la balle entre les mains de J-Dub et parfois de Cason Wallace sur la montée de balle. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des tas de moments où ça a été, j'ai envie de dire, contre-productif peut-être, parce qu'il y a eu des pertes de balles, parce que je pense que J-Dub, à ce niveau de sa progression et de son évolution, c'est pas encore... Il n'a pas encore vraiment la tenue de ballon d'un joueur élite à ce niveau de la compétition. Il y a des pans entiers d'actions où Shai touchait pas la balle non plus, du tout coup, parce que c'était pas lui qui la montait. Mais au bout du compte, si on prend la totalité du match, je pense que c'est des ajustements qui ont été payants pour le Thunder, parce qu'à la fin, Shai, il est suffisamment frais pour mettre tous ses points. Il y a un moment, il met 9 points de suite, je crois, dans le 4e quart-temps pour le Thunder. Et il trouve des situations de 1 contre 1 qui sont... La grosse différence, et ce que j'ai beaucoup aimé comme ajustement, c'est qu'ils sont mis à lui donner la balle à l'elbow. Souvent, on voit ça pour des grands. On l'a vu énormément. Dirk Nowitzki a passé sa carrière là. L'an dernier, les Bucks ont fait cet ajustement pour Giannis. Et en fait, ce que je trouve brillant, vraiment pertinent dans cette idée, c'est on connaît la qualité du jeu en mid-range de Shai Gilgeous-Alexander. Et là, s'il est à l'elbow, en fait, il peut jouer en un dribble.
il peut jouer tout son jeu de feinte et il a besoin que d'un dribble pour potentiellement faire la différence face à son défenseur. C'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé que c'était une manière finalement comment dire, de l'économiser aussi en fait. C'est-à-dire qu'il est plus obligé de ressortir à 3 points et d'avoir tous ces dribbles où il fait danser le défenseur un petit peu pour finir par prendre un mid-range. Là, il est directement dans une zone qui est dangereuse pour la défense. Et ça, j'ai trouvé que ça avait été super payant pour le Thunder. Si je peux me permettre, Antoine, avant que tu Vas-y, non, interviennes, vas-y. justement, cette stratégie de passe à l'elbow, c'est une adaptation par rapport à la super défense de Nembhard, qui l'a vraiment gêné, hein, encore une fois, aujourd'hui. Bon, SG, il met 35 points, mais tu l'as bien fait remarquer. C'est justement pour ça aussi qu'il y a eu ce switch, parce qu'après le switch, justement, il y avait J-Dub qui lui a fait ses passes, justement, à l'elbow, qui lui ont permis d'attaquer, en plus, sur un défenseur moins fort que Nembhard, en tout cas sur cette série. Ouais, j'avais justement donné les stats d'SJ et c'est vrai qu'il a mis 35 points, tu l'as dit, 12 sur 24 au tir. C'est quand même son troisième match à plus de 30 points même depuis le début des finales, sur les 4 disputés jusqu'à présent. Il sortait du match le plus difficile pour lui. Là, pendant une grande partie du match, comme vous l'avez expliqué, on le voit pas trop. Il met des paniers, mais je crois que j'avais vu que OKC était en différentiel. Alors, le plus-minus, ça vaut ce que ça vaut, mais à moins 16 avec Shai Gilgeous-Alexander sur le terrain sur les 3 premiers quarts-temps. Et il termine avec un différentiel neutre, il est à 0. Il met même, Théo, il met 15 des 16 derniers points d'OKC. C'est-à-dire qu'il met ses 15 points vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le money time, dans les 4 dernières minutes du match. Il met 15 points de suite. Et c'est marrant du coup parce que tu as parlé effectivement du fait qu'Indiana a voulu chercher des mismatchs, etc. Dans ces situations, c'est toujours encore plus facile de le faire quand tu as un joueur qui a un talent énorme, une individualité énorme. Et c'est le cas de Shai, qui est le MVP, qui lui, il y a ce 3 points qui est suivi par le step back où c'est là où OKC reprend le contrôle à 104-103. On est je sais plus, à 2 minutes de la fin, peut-être, je me souviens plus exactement. Je sais qu'Indiana menait encore de 4 points à 3 minutes de la fin. Mais Shai, ouais, énorme quatrième quart-temps, 15 points dans le quatrième quart-temps et c'est 15 points dans les 4 dernières minutes, du coup. Sur cette notion de mismatch, si je peux me permettre, ce que tu notais tout à l'heure, Fred, c'était intéressant parce qu'en fait, moi, je me suis noté notamment que sur la fin du match, je pense qu'effectivement, Indiana a joué un peu à l'envers et je pense qu'ils se sont trompés en voulant attaquer Chet. Parce qu'au bout du compte, sur les 5 dernières minutes, ils le font danser, certes, mais ils se retrouvent à prendre ce que tu disais, des tirs, des 2 points ou des 3 points contestés, un petit peu la même manière de ce qu'on disait avec Rudy Gobert quand il défend sur Luka Doncic ou autre, où tu crois que c'est à l'avantage de l'attaquant, et en fait, ça l'est pas tant que ça. Et il y avait une autre marque, alors je peux en parler maintenant parce qu'il fait un super match, mais il y a une question que je me suis posée plusieurs fois pendant les CQFR ou autres, on disait c'est fou, ok, si parfois le moins bon défenseur pour le Thunder sur le terrain, c'est Shai Gilgeous-Alexander, et c'est paradoxal parce que c'est un très bon défenseur. Je le trouve vraiment pas très bon en défense sur cette finale et je trouve qu'il a vraiment tendance à se faire percer sur les drives par tous les joueurs qui sont face à lui. Et sur cette fin de match, j'ai trouvé que il y a plusieurs fois ce que tu disais, Haliburton fait venir Chet pour changer. Et je suis pas sûr que ça soit le meilleur match pour lui. J'ai eu l'impression qu'il avait plus de réussite en attaquant directement chez Gilgeous-Alexander que Chet. Ouais, mais c'est un peu paradoxal parce que en fait SGA, c'est un mauvais défenseur sur l'homme, il tient pas ses duels, mais par contre, il est long et il intercepte énormément le ballon et il fait des contres. Et en fait, c'est ça qui est assez paradoxal avec lui parce que est-ce que c'est un mauvais défenseur en soi? Quelque part, hein, quelqu'un qui fait des interceptions et qui fait des contres, c'est dur de dire que c'est complètement un mauvais défenseur. Mais par contre, c'est vrai, il se fait percer. Sur tous ses 1 contre 1, il se fait percer. Et ça, c'est un gros problème pour le Thunder. Par contre, quand il défend au poste, il a encore fait des interceptions. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui le sauve et c'est ce qui rend aussi le Thunder aussi dur à passer. C'est qu'en fait, ils sont très bons sur les lignes de passe, notamment SGA, mais je te rejoins. C'est vrai que c'est le maillon faible, en fait, pour le Thunder, comme Isaiah Joe, qui a été ciblé, hein, dès qu'il est rentré sur Ouais. le terrain, il joue pas beaucoup. Ouais, je te rejoins sur ce que tu dis sur SGA. Ouais, mais pareil que vous, parce qu'au final, du coup, je crois que je vais donner un stat. Alors, faut la revérifier, mais il me semble que Indiana fait 0 sur 4 sur Holmgren à la fin. Haliburton, il veut jouer ses drives. Alors, c'est vrai qu'il en met 2, hein. Il en met 2 et t'as dit, il provoque aussi 2 lancers francs. Mais c'est pas le mec qui a le premier pas le plus explosif de la ligue. Donc, si tu fais pas tout de suite la différence, Holmgren, il est quand même super long, il recouvre bien. Holmgren, il fait un sacré match dans l'agressivité, dans le combat, comme tu disais Théo. Il finit à 14 points, 15 rebonds. Le moment au début, c'est vrai que j'ai parlé de Shai qui met 15 points à la fin.
Mais d'abord, le comeback, il s'amorce en début de quatrième quart-temps, voire même fin du troisième. Et sur ce passage-là, c'est Holmgren qui met 6 points de suite, qui va chercher des rebonds offensifs, qui est très actif. Lui et Caruso, ça va vous amener, Caruso, je voulais vous amener à parler de Caruso. Il s'était un peu planté sur le dernier match. Bon, ça, c'est façon de parler, c'est un role player, mais il n'avait pas fait un match aussi lumineux. Je vais peut-être le dire comme ça sur le Game 3. Là, Caruso, incroyable. Encore 20 points. Son troisième match à 20 points en playoff. 5 interceptions. Et dans tous les bons coups, et t'as dit effectivement, ils sont restés sur le double big. Ils ont peut-être pas fait de super small ball, je pense pas. Mais par contre, le 5 qui a le mieux marché, c'est clairement quand ils ont joué small avec Caruso qui était aux côtés de, du coup, qui était Il y celui avait qui sortait. Kenrich. Il y a un moment où il y a Kenrich Williams aussi sur le terrain. Ouais. Il fait un Avec... super passage, je trouve, Ouais. dans le deuxième quart-temps, Williams. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais avant le quatrième quart-temps, je trouve pas que la big line-up, enfin le big line-up du coup de Casey a pesé, notamment sur les rebonds offensifs. Et c'est vraiment dans le dernier quart-temps où il marque 8 points sur rebonds offensifs. Et tu l'as dit, notamment 3 de Chet Holmgren et en fait et un d'Hartenstein. Et en fait, ouais, c'est vraiment sur ce dernier quart-temps où ce choix a payé, je trouve. Et avant ça, j'ai pas trouvé que OKC avait vraiment inversé la tendance par rapport à ça, en fait. Parce que l'avantage d'avoir ce line-up plus grand, c'est justement au rebond offensif. Parce que le rebond offensif, bah, tu mets aussi beaucoup de pression du coup sur la transition offensive des Pacers. Même si on peut en parler aussi, hein, c'est un match où les Pacers n'ont pas été bons sur transition. Alors peut-être que ça a pesé, mais moi j'ai vraiment trouvé que ça s'est vraiment matérialisé dans le dernier quart-temps. Ouais, c'est là où je parlais de totalité, en fait, de match dans sa totalité, parce que ce qui est extrêmement difficile à quantifier pour nous, en plus, c'est à quel point, finalement, d'avoir joué ces line-up big plus tôt dans le match a aussi forcé Carlisle à lui changer un petit peu ses plans et à adapter, lui, ses rotations à certains moments du match et à finalement sortir peut-être potentiellement son équipe de son rythme. Et il y a aussi l'aspect tout simplement de fatigue, en fait. Quand tu as deux grands, tu sais qu'ils vont aller au rebond tout le match, tout le monde est obligé de faire des écrans retard tout le match. Et c'est l'aspect, je pense, le plus ingrat dans un match de basket, celui qui est quantifié nulle part. Les écrans retard, c'est... Personne te tape dans la main parce que tu as fait des bons écrans retard. Tu as des mecs comme Steven Adams qui auraient pu être meilleur rebondeur de la ligue si ils avaient voulu aller chercher le rebond et en fait, ils faisaient des écrans retard pour 3 personnes. Et c'est épuisant, en fait. Ça t'épuise. Et quand t'as deux grands qui vont y aller encore, c'est une manière de t'épuiser qui est presque invisible en fait, parce que ça se voit moins qu'une équipe qui va jouer du rythme et de la relance en permanence. Et donc effectivement, je vous rejoins dans le sens où ça a pas été clairement euh, payant pendant 3 quarts temps. Mais au bout du compte, ça paye. Alors, est-ce que c'est juste qu'à la fin, c'est pas un coup de chance, mais est-ce que c'est le bon moment ou le moment où ça paye, ou est-ce qu'il y a eu cette espèce d'ajustement qui a eu un effet à retardement, plutôt retardation. Oh, c'est dur les CQFR le samedi matin. Mais c'est là que j'ai trouvé que c'était fort de la part du Thunder, comme ça avait été fort de la part des Pacers le match précédent, de se dire, bon, c'est ça le plan de jeu. Quoi qu'il arrive, on va se tenir au plan de jeu et on va faire. Bien sûr, il y a des ajustements que tu es obligé de faire en plus, mais c'est ça l'idée. Et bah, si on perd, on perd, mais avec nos idées. C'est paradoxalement, ça a peut-être marché aussi du coup quand Indiana a joué moins vite. C'est le quatrième quart-temps, c'est aussi le moment où les Pacers mettent finalement entre guillemets le moins de rythme. Ils ont aussi manqué pas mal d'adresses. Sur l'ensemble du match, Indiana a quand même eu beaucoup d'adresses à 3 points au début. Et c'est le moment où ils ont été très bons. Ils en ont eu beaucoup dans le troisième quart-temps. C'est le moment où ils ont creusé l'écart. Mais au-delà de ça, ils sont cata en termes d'adresse et ils n'ont pas, à 3 points, je parle, 0 sur 8 dans le quatrième quart-temps. Ils n'ont pas profité du fait qu'OKC a été absolument cataclysmique. OKC s'est même écarté du tir à 3 points. Ils prennent que 16 tirs à 3 points. Ils font 3 sur 16. Ça faisait depuis 15 ans qu'on n'avait pas une équipe qui avait gagné un match des finales en mettant si peu de 3 points. Mais Indiana a pas eu l'adresse extérieure nécessaire pour se détacher, je dirais, par moment. Premier quart-temps ou deuxième quart-temps, ils auraient pu se détacher avec encore plus d'adresse. Et pareil, dans le quatrième, ils auraient pu tuer le match, je pense, s'il y avait eu quelques 3 points qui étaient rentrés. Bah ouais, complètement. Et notamment Miles Turner, hein, qui fait 0 sur Ouais. 6 encore dans ce match-là. Il est à 3 points, il est pas bon dans cette série. Bon, à mi-distance, il a plus d'adresse. Mais là où le match, en fait, Indiana a vraiment, sur le début de match, pris l'avantage,
c'est sur la création de pertes de balles. Quelque part, enfin, les Pacers ont vraiment provoqué énormément de pertes de balles. On parlait du match difficile de Shea, et parce qu'il est pris beaucoup plus agressivement, en fait. Ils sont vraiment bien adaptés sur ça. Ils font des prises à deux. Bah, quand ils touchent la balle au poste bas, il y a des prises à deux qui arrivent, et SGA a perdu beaucoup de ballons. Et c'est aussi pour ça que sur le début de match, bah, c'est J-Dub qui mène le jeu, parce que la défense d'Indiana a été vraiment très très bonne, enfin globalement est vraiment bonne dans ces finales. Mais à la fin, voilà, Indiana a besoin de cette adresse en fait pour pouvoir gagner des matchs. Et là, effectivement, quand tu regardes sur la totalité, c'est que 30% à 3 points, je crois, sur cette rencontre. Il y a des tirs ouverts, mais il y a aussi des tirs forcés en fin de match. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais c'est là, enfin, j'en avais déjà parlé, mais c'est là que encore une fois, je trouve que c'est OKC a beaucoup de mérite parce que ils ont bien géré ces temps faibles et le début de match, ils mettent tout Indiana, donc c'est facile de paniquer, de te dire bon bah non, ça marche pas, il faut qu'on rechange complètement, ils sont trop forts, ils mettent tous leurs paniers, mais en fait, tu sais aussi que c'est pas possible de tenir une telle adresse sur la durée. Et ce qui est extrêmement dur, parce que tu peux le faire un peu avec... Bien sûr, tu peux le faire avec la vidéo après coup, mais en live, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à estimer si l'adresse vient du fait qu'il y a un dysfonctionnement clair dans ta manière de jouer, ou si c'est que tu as respecté ton plan de jeu et ce que tu dois faire, et simplement qu'il y a une adresse qui est exceptionnelle, et on sait que ça peut pas durer pendant 48 minutes. Et pour Miles Turner, la grosse différence, j'ai trouvé notamment sur la fin de match, c'est qu'il n'a pas tant que ça de tir où il est juste en réception de tir. Souvent, le Thunder arrive à le faire bouger, soit juste avant de tirer, soit même il y a un moment il est obligé de prendre un petit sidestep, si je me trompe pas, pour un tir à 3 points. Et ça, c'est pas vraiment les tirs de son registre. Il est bon en réception de tir, mais en fait, il y a une différence énorme en fait pour ce type de shooter entre juste catch and shoot quand tu as le temps de voir la cible et de prendre ton tir, et quand tu dois ne serait-ce que bouger juste avant en fait. Même si tu es obligé de bouger juste avant pour ouvrir l'angle de passe et du coup poser tes appuis, recevoir le ballon tiré, pour des joueurs, notamment pour des grands, je trouve que c'est une différence qui est énorme. Ouais, et juste une dernière chose, la gestion de l'espace a été moins bonne aussi pour les Pacers sur le dernier quart-temps, parce qu'en fait, il y a eu des très bons tirs qui ont été trouvés sur les 3 quarts-temps précédents, justement en manipulant bien l'espace et justement en trouvant plus de vitesse. Il y a notamment ces jeux où les Pacers jouent d'un côté, et on parlait des get action en preview de ces finales, donc ces fameuses, je fais la passe et je viens la chercher en sprintant. C'est une manière de jouer un pick and roll de manière plus dynamique. Et en fait, les Pacers, quand ils jouaient ce type d'action, bah, ça a très bien marché. Et j'ai notamment aussi une action dans le troisième quart-temps. En fait, Haliburton joue un drive, et il y a souvent ces renversements en fait où il se retrouve au niveau du logo en fait, très 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 loin. On joue sur un côté et derrière on rejoue vers lui pour qu'il prenne de la vitesse, et ça a bien marché. Il y a une action où Haliburton justement il se retrouve là. Et t'as McConnell et Mathurin qui sont tous les deux dans le même corner, et Obi Toppin dans le corner opposé. Donc il a énormément d'espace pour driver justement. Et il drive justement sur une action comme ça où il met son lay-up derrière. Voilà, je trouve que sur les 3 premiers cartons, c'était cohérent, notamment sur demi-terrain, en trouvant ces espaces-là, parce que c'est là où on s'est dit sur le match précédent que les Pacers sont vraiment forts, parce que même face à la meilleure défense de NBA, ils ont réussi à trouver cet espace, notamment en attaquant de plus loin, en mettant plus de vitesse, en utilisant vraiment toute la largeur du demi-terrain, toute la largeur du terrain aussi sur transition, mais aussi toute la largeur du demi-terrain sur attaque placée. Et dans le dernier quart-temps, enfin vraiment, j'ai regardé des séquences où le spacing il est pas bon, parce que il y a Miles Turner, comme j'ai dit, qui restait trop souvent dans la raquette, et ça gâche un peu cette fin de match, parce que je pense que sur plus de 3 quarts du match ou 3 quarts du match, les Pacers sont supérieurs au Thunder sur cette rencontre-là. Donc c'est vraiment dommage, et finalement on se retrouve avec une égalité parfaite où il y a un match où on peut se dire qu'OKC elle a perdu, un match où les Pacers l'ont perdu, et un match où les deux équipes ont joué leur style de jeu et se sont imposées quasiment sans souci, quoi, parce que c'était clair et net. Mais c'est intéressant. Vas-y, Non, non, Antoine. vas-y, non, non, vas-y, Théo, vas-y, t'inquiète. Oui, j'allais dire juste sur l'ajustement, sur ce que tu parlais, l'occupation du terrain, là, et notamment avec Haliburton qui est très haut. Ce qui est intéressant, c'est que OKC l'a vu ça, et ils se sont adaptés. Il y a Caruso, il vole 2 ballons comme ça, justement, au moment où la balle va être renversée vers Haliburton, et ça lui ouvre tout de suite le couloir pour de jeu rapide. Et c'est Et il y là a qu'on Dort à voit la fin aussi,
qui finit Et à faire Dort à son la point. fin, exactement. Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, ça c'est pas une surprise. Ces deux équipes sont extrêmement bien préparées, mais ce genre de choses, effectivement, c'est cool que tu le notes parce que ça fait partie vraiment de la manière, enfin, dont est structurée l'attaque des Pacers. J'allais rebondir sur est-ce qu'il y a une petite pression mentale qui peut s'installer aussi finalement. Indiana, tu sais que quand tu es à 3-1, tu c'est pas que c'est fini, mais voilà, il y a C'est 38 une sur grosse 39, pression. Ouais. quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et donc t'es pas loin, tu mènes dans les trois quarts temps, puis d'un coup, OKC est en train de revenir. J'imagine que tout se crispe, le jeu se ralentit presque naturellement. Alors alors Indiana a déjà montré énormément de ressources mentales hein, dans ses playoffs, mais c'est pas la même ressource mentale. Je trouve que c'est pas la même énergie mentale quand tu dois tenir une avance que quand tu dois faire un exploit et remonter 20 points. Et je dis pas que l'un est plus simple que l'autre, les deux sont très difficiles, mais j'ai l'impression que ça se connecte pas à la même partie de ton cerveau. Et le Thunder, par contre, s'est déjà retrouvé dans ces situations-là, notamment la série contre Denver. Ils sont menés 2-1 et ils sont pas loin d'être menés 3-1. Vraiment, ce match-là, les Nuggets peuvent se mordre les doigts par rapport à ce match-là. Et OKC était déjà revenu un peu de nulle part, avec déjà un très bon Caruso d'ailleurs au passage sur ce match-là. Et je me demande, voilà, évidemment on ne saura pas, on n'est pas dans leur tête, mais je me demande à quel point la pression mentale a pu peser dans les derniers, vraiment dans les 3-4 dernières, voire même les 12 dernières, mais je dirais les 3-4 dernières minutes du quatrième quart-temps et donc du match. Mais t'as raison d'en parler parce que c'est pas facile parfois de tenir l'écart quand t'es devant, mais pas suffisamment devant pour être tranquille. Et parfois, c'est encore plus dur quand c'est chez toi. Parce que le début de match, il y a une ambiance de malade dans cette équipe d'Indiana. Ils mettent tous leurs tirs, la salle, elle est en fusion. Les 4 dernières minutes, il n'y a plus un bruit dans la salle. Franchement, je trouve que c'est palpable. Tu sens qu'il y a une espèce de tension qui est latente et c'est plus aussi facile que ça de tenir, de tenir. Et puis, à la fin, il y a d'énormes erreurs de la part des deux côtés, en fait. Parce qu'il y a une perte de balle complètement folle du Thunder à la fin sur une remise en jeu de Caruso. Mais il y a aussi ces deux fautes avant la remise en jeu de Bénédicte Mathurin Ouais. qui sont dramatiques en fait. Donc tu sens cette tension et t'as raison d'en parler Antoine, c'est un vrai truc, surtout pour deux équipes qui sont quand même globalement assez inexpérimentées finalement quand tu regardes, enfin voilà, il y a Siakam d'un côté et il y a Caruso de l'autre, mais derrière personne n'a joué à ces niveaux-là quoi. Ou il y a Thomas Bryant, mais bon, c'est plus ça marche quoi. Pas sûr que ça compte. Non, mais ouais, et sur le début de match, enfin, on a vraiment senti que les Pacers avaient le momentum. Et vraiment, la confiance était. Enfin, ça respirait la confiance du côté d'Indiana et ça s'est senti avec cette adresse hein, que tu t'en parlais, Antoine, 9 sur 12. Et oui, complètement, tu as eu ce shift mental. Mais c'est vrai que quand tu es devant, tu as plus à perdre qu'à gagner. Tandis que quand Indiana est de l'autre côté, ben, en fait, il n'y a plus de calcul, en fait. Tu sais que tu dois y aller, quoi. T'as pas à réfléchir. Quelque part, ça te rend aussi plus agressif. Tu joues avec moins de calcul et c'est toujours et comme tu le disais aussi, Théo, ce qui rend ces finales passionnantes, c'est finalement deux équipes qui manquent d'expérience, on peut le dire. Et du coup, bah, ça rend la chose passionnante parce qu'on sait qu'il y a des fragilités des deux côtés et que le match sera jamais joué. Enfin, cette finale, ces finales sont loin d'être finies, quoi. Ça peut tourner d'un côté comme de l'autre en quelques secondes. Ouais, Ouais, d'autant. vas-y, Pardon. Théo. Non, Non, vas-y, j'allais vas-y. dire que d'autant que c'est deux équipes qui ont vraiment besoin de leurs joueurs de rotation en fait. Et on sait que c'est souvent la variable qui peut bouger le plus d'un match à l'autre, notamment quand la pression est très forte. Et je voulais revenir non, sur Caruso. Franchement, à part la balle perdue à la fin, j'ai l'impression qu'il a quasiment fait le match parfait. Ça a été, alors bien sûr, on parle de SGA, on parle de Chet que j'ai trouvé incroyable vraiment dans l'élan, mais du début à la fin, j'ai trouvé que c'était peut-être le meilleur joueur d'OKC. En tout cas, le plus important. J'ai vraiment trouvé qu'il avait fait un match fantastique dans tout ce que tu dois faire quand tu es un joueur de basket, en fait. Rebond, passe, défense, scoring. J'ai trouvé que son match était phénoménal.
Il met un 3 points crucial, pardon. Vas-y, je Ouais, vais te non, non, laisser. non, 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 vas-y, Fred, Il t'inquiète. met un 3 points crucial dans le troisième quart-temps et sur le début du quatrième, il met un tir hyper difficile sur Nesmith où il se crée son shoot tout seul. Et mine de rien, ce tir-là, il est pas anodin parce que OKC revient à 5 points, il me semble, à ce moment-là du match. Exactement. Et c'est un moment où bah, tu marques pas et si les Pacers marquent derrière, ça repasse à 10 points ou pas loin. Donc ça joue en fait. Il a été crucial notamment sur ces paniers clutch qu'il a mis. Et ce panier de Caruso dont tu parles là, il suit un 3 points ouvert raté par Nesmith. Indiana a vraiment l'occasion de mettre un coup de poignard début du quatrième quart-temps, tout de suite passer devant. Il rate le 3 points. Caruso met son espèce de fadeaway difficile. Il met quelques paniers comme ça. Il met un Eurostep aussi, un moment où il se crée ses propres tirs. Ouais. Avec une Caruso, il a finition main vraiment gauche là. Une belle exactement finition est main gauche là. toujours bon dans les moments vraiment clés. Sur des trucs auxquels finalement tu le vois peu souvent, mais là tu sais, ok, tu vois, je suis capable de le faire. Là, c'est un moment clé, je vais le faire. Caruso, non, il est impressionnant dans ce domaine. Il a joué 30 minutes. Hein. C'est vrai que les deux équipes ont besoin de leur role-player. Mine de rien, Marc Daigneault a donné un peu plus de minutes à ses stars que je pense qu'il n'y a aucun. Je vais vérifier tout de suite, mais je crois qu'il n'y a Chet, aucun joueur. il joue plus de 30 minutes, hein, Chet, hein, sur ce match. Bah, Chet, il est à 37, Jalen Ah. Williams 36 et Shea 40. Il n'y a aucun joueur d'Indiana qui joue plus de 36 minutes. Il n'y a aucun titulaire d'Indiana. Ça a plus. Alors après, on peut comprendre pourquoi aussi. Hein. De toute façon, les deux équipes ont ouvert leur banc. Ouais, je voulais dire un truc pour Mathurin, je voulais rajouter, mais c'est pas pour l'enfoncer. Mais en plus des deux fautes, il rate 3 lancers quoi Ouais. dans les 30 Ouais. dernières secondes. Vraiment, c'était bon. Il était le héros du game 3 là sur le game 4. C'était beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce match-là ou si vous vouliez qu'on commence déjà justement. Fred, tu as commencé à parler de la suite, on ne sait pas dans quel sens ça peut aller. Je ne sais pas si vous voulez vous projeter un petit peu sur le Game 5, sur ce que vous attendez, ce que vous avez envie de voir, à part si vous avez encore des choses évidemment à rajouter sur le Game 4. J'ai peut-être deux Moi, trucs sur le peut-être, Game 4. bah, on parlait, Vas-y, bah, vas-y. ouais, on Allez, parlait de Kendrick Williams. Je trouve il a eu un impact sur le deuxième quart-temps. Il y a une action, notamment, où on parlait de Caruso, où Caruso, il joue dans le dunker spot. Enfin, il coupe au bon moment. Comme, bah, finalement, sur les zones, c'est des choses qu'il fait très bien, ces coupes, ligne de fond. Il y a eu ces actions. Je trouve que, voilà, il y a eu plein de petits moments dans le match où ces joueurs de complément ont joué un rôle, et notamment Kenrich Williams. C'est dommage d'un côté que qu'Indiana n'a pas su jouer un peu plus avec Pascal Siakam parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais finalement il fait un match incroyable sur la première mi-temps. Il est à 15 points, il me semble, 14 points à la mi-temps avec 5 interceptions ou 4. J'ai plus ça en Il a un tête. 4 dans le Ouais, premier 4. quart-temps, je crois. Je crois qu'il y en a un 4 Et dans le en fait, premier quart-temps. Ouais. ouais, il est déterminant des deux côtés du terrain, vraiment sur la défense des Pacers. Il y est pour beaucoup, en fait, Pascal Siakam. Et j'ai trouvé vraiment dommage le fait que sur la fin de match, bah, on joue plus sur ce mismatch qui est évident, en fait. Parce que Pascal Siakam, de tous les joueurs des Pacers, c'est lui qui aura un mismatch à chaque fois, en fait. Parce qu'il est trop rapide, parce que c'était Hartenstein qui défendait sur lui. On l'a vu porter la balle, on l'a vu attaquer, on l'a vu très agressif sur le début de match, et c'est ce qui avait bien marché pour les Pacers. Et au fur et à mesure du match, et quand on parlait de manque de lucidité, bah, quand il est revenu sur le terrain, parce qu'il rentre à la fin du quatrième quart-temps, je crois qu'il reste 5 minutes ou 4 minutes quand il re-rentre sur le terrain, bah, je trouve que là, Indiana n'a pas du tout cherché Pascal Siakam, et c'est dommage en fait de pas avoir misé en fait sur ce joueur-là qui te permettait justement d'avoir plus d'aide sur la balle. Et on n'a pas parlé de Lou Dort aussi, qui fait un match discret, mais il fait 2 sur 2 au tir. Et en défense, il a été une nouvelle fois très très bon, même si il est quand même un peu plus en difficulté quand Haliburton justement est loin de la balle, parce que des fois il est à 2 passes de la balle, mais il va aller la chercher avec de la vitesse, et c'est plus difficile à contenir pour Dort. Et je trouve aussi que les Pacers ont mieux attaqué Hartenstein, parce qu'Hartenstein, par rapport à Chet, il va être un peu moins agressif sur la défense de l'écran. Il va souvent chercher à protéger le cercle, à reculer. Et je trouve que sur ces actions-là, Haliburton a toujours fait les bons choix. Et c'est là aussi le génie d'Haliburton. Peut-être qu'on va en parler par la suite. Moi, j'ai trouvé qu'avant vraiment les 3 dernières minutes, il faisait un très bon match malgré les balles perdues. Et c'est vrai que sa fin de match gâche un peu sa prestation au global. Je vais juste donner les stats de Siakam. Il finit Ouais. quand même avec 20 points, 8 rebonds, 5 passes, 5 interceptions.
Le gros de ses stats, c'est effectivement en première mi-temps. C'est lui qui a le meilleur plus-minus du match du côté d'Indiana, +7. Et c'est vrai que c'est étonnant ou dommage, ou les deux, de s'être éloigné de Siakam. Surtout qu'en plus, je trouve que lui, individuellement, sur ses finitions, il est quand même beaucoup plus précis et tranchant qu'à une époque où il pouvait être peut-être pas pâteau, mais c'était particulier. C'est atypique, comme tu dis souvent, Théo. Alors après, c'est pas le plus adroit au lancer franc, mais juste sur les finitions avec contact, Siakam, je le trouve meilleur, bien meilleur maintenant, forcément, qu'au début de sa carrière. Et ça aurait pu être intéressant de lui donner des ballons. Pardon, voilà, je voulais juste donner les stats de Siakam. Théo, je te laisse réagir à ce qu'a dit. Non, non, mais t'as raison, c'est cool. Il y a un autre joueur. Enfin, j'avais deux choses. Je vais commencer en parlant d'un joueur des Pacers, qu'on était sur eux. Obi Toppin, qui est pas passé loin d'être le joueur du match, enfin, d'une certaine manière, parce il a été vraiment très très bon. J'ai trouvé, bien sûr, il y a ses tirs à 3 points, mais au rebond, il va chercher. Il y a un moment, je sais plus si c'est une claquette dunk ou un moment où une coupe vers le cercle, alors qu'à nouveau, OKC regarde pas du tout les coupes. Enfin, ils se font prendre sur une coupe. Il était très bon. Ce que j'ai trouvé étonnant. Enfin, ce à quoi je m'étais pas attendu, c'est de voir OKC faire plus de zones que les Pacers pour le coup. Et j'ai trouvé que ça avait plutôt bien marché. À la sortie, à la réussite, ils ont sorti. Alors, je trouvais que c'était servi de la zone vraiment de manière pertinente, sans rester trop longtemps sur la zone. Parce que je pense que quand tu as un joueur comme Haliburton, c'est trop dangereux en fait de rester trop longtemps dessus. Mais les passages en zone d'OKC, j'ai trouvé que ça avait réussi à faire sortir les Pacers de leur rythme. Bah, il me semble qu'ils l'ont fait pour cacher, entre guillemets, leur line-up avec les deux petits, parce qu'à un moment, il y a Wallace et Joe sur le terrain en même temps, et Isaiah Joe, il a été vraiment ciblé par la défense, par l'attaque des Pacers, et il avait souffert, et il me semble qu'il sort la zone à ce moment-là, en fait, pour casser ce momentum qu'avaient les Pacers. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu as tout à fait raison, c'est ce qu'il fait, mais il le fait dans un deuxième temps avec les deux bigs aussi. Donc je pense qu'il avait En dû début de voir des troisième choses. quart-temps, pour moi. Il me semble que c'est ça. Ouais. Ouais. Il avait dû voir quelque chose qui lui avait plu avec cet alignement. Et bon, c'est une zone qui est quand même très match-up. Hein. C'est-à-dire Ouais. que tu voyais à un moment, Chet, il remonte quasiment comme. Enfin, c'est une espèce de 2-1-2 ou 2-3. Et finalement, s'il y a un joueur de ton côté, bah, tu remontes et tu l'accompagnes. Donc, c'est plus une match-up zone. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant quand même et étonnant quelque part peut-être que ce soit OKC qui mise plus là-dessus que les Pacers. Bah voilà. Bah, du Pour coup, moi. on peut peut-être se pencher sur d'éventuels ajustements à venir. Qu'est-ce que vous imaginez pour le Game 5? Je le répète, donc une série maintenant un peu au meilleur des trois matchs. Le prochain match, évidemment crucial. Alors, on parle souvent du Game 5 dans les séries. On dit souvent l'équipe qui gagne le Game 5. C'est logique, surtout s'il y a 2-2. L'équipe qui gagne le Game 5 finit par gagner la série. Et cette fameuse quote de Charles Barkley, l'équipe qui gagne le Game 5 gagne la série, sauf si c'est mon équipe qui perd. Mais en réalité... Le Game 4 est souvent ultra décisif sur les dernières finales. J'ai fermé la page comme un idiot et là je vais mettre 10 ans à la retrouver, mais c'est un nombre significatif. Hein. Les équipes qui finissent par gagner le Game 4 sur ces dernières années, c'était genre 19/25, un truc comme ça, sachant que dans le lot, ça ne comptait pas les Warriors qui avaient perdu le Game 4 alors qu'ils menaient déjà 3-0 en 2017 et les Celtics qui avaient perdu le Game 4 quand ils menaient déjà 3-0 l'an dernier. Donc l'équipe qui gagne le Game 4 est souvent vainqueur. Là, OKC a gagné le Game 4 à l'extérieur, se retrouve à domicile pour ce Game 5, a un potentiel Game 7 aussi à domicile dans sa poche. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez plutôt comme ajustement ou qu'est-ce que vous imaginez pour le ou les prochains matchs? Alors, moi, si je devais faire un pronostic, je pense que je verrais bien OKC gagner le match suivant. Pour deux raisons, en fait. C'est que, de toute façon, s'ils veulent être champions, il y a un moment, il faut que tu puisses gagner 2 matchs de suite. Et la stat qui pourrait contredire ça, c'est que les Pacers n'ont pas perdu 2 matchs de suite depuis le début de ces playoffs. C'est vraiment une des équipes qui a le mieux rebondi systématiquement. Mais là, franchement, je pense que OKC sait à côté de quoi ils sont passés, qui sont toujours en vie et que c'est pas passé loin. Ils vont revenir chez eux. Je m'attends à une ambiance électrique du côté du Thunder. Et paradoxalement, malgré le début de match flamboyant des Pacers, j'ai beaucoup aimé la manière dont OKC a attaqué le match. Sur les premières minutes, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Je crois que c'est Lou Dort qui marque le premier panier sur une coupe, enfin sur un système préparé, mais avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et je pense que là, les premières minutes du prochain match vont être époustouflantes. Je pense que OKC restera. Je serais très étonné qu'OKC ne garde pas les deux bigs pour commencer le match suivant, en tout cas. Ouais. Moi, je m'attends aussi à ce que OKC garde
ce line-up qui a bien marché. Mais je m'attends à ce que les Pacers reprennent leur Siakam offense quelque part, parce que finalement, c'est ce qui marche le mieux, en fait. C'est ce qui marche le mieux sur des moments faibles, en fait, sur les temps faibles. Je pense que c'est vraiment l'atout majeur des Pacers dans cette finale. Mathurin, il a eu son match. McConnell a eu ses bons passages, mais il n'y a pas énormément de joueurs sûrs, en fait, côté Pacers. Mais ça passera notamment aussi par une adresse à 3 points qui flirte avec les 40%, parce que ça pourra pas. Indiana ne peut pas espérer, je pense, gagner les deux prochains matchs s'il n'y a pas une adresse à 3 points qui ne flirte pas avec les 40%. Pour moi, ça me paraît impossible, en fait. Ouais, on l'avait cité dans la preview, effectivement, on en avait déjà parlé, tu en avais déjà parlé Fred, de cet écart à 3 points, du besoin d'avoir un vrai écart à 3 points avec le Thunder, et c'est pas juste ce qui a amené Indiana jusqu'ici, bien entendu, mais Indiana a shooté quand même à quasiment 42% sur les 3 premières séries de ces playoffs, sur les 3 premiers rounds, ou 41%, c'était peut-être 41%, ce qui est énorme. Et là, sur les finales, j'ai plus exactement la stat, mais ils sont déjà à 2 matchs sur 4 où ils sont à moins de 35%. Là, c'était 30, 33 et 30, je crois, ils ont fait sur ces finales déjà. Il y a eu un match où il y a eu beaucoup d'adresses, mais Indiana a effectivement forcément besoin d'une grosse adresse à 3 points. Siakam, d'ailleurs, sur les finales de conférence, il fait 3 matchs à plus de 30 points, à 30 points ou plus. Il y a peut-être effectivement le besoin de le resservir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Théo? Est-ce que tu essaierais de retourner vers ça, vers des isolations pour Siakam? Bah, C'est je pas pense en forcément tout cas. des ISO, Ou hein, pas forcément des clairement. ISO, mais des Ouais. post-up ou des moments, en tout cas, où on lui passe là, où on le cherche en priorité. Peut-être même tôt dans le match, d'ailleurs, comme ça a souvent bien marché. Ouais, non, mais là où je rejoins complètement Fred, c'est que je pense que les Pacers se sont trompés de match-up sur la fin du match. Ils n'ont pas attaqué le bon, en fait. Et que ça soit en continuant d'attaquer chez Alexander, qui me semble être une solution doublement payante, parce que d'une part, ça peut te permettre d'avoir des points triplement payantes même. D'autre part, tu l'obliges, tu le mobilises énormément de ce côté du terrain. Et troisièmement, tu as l'opportunité peut-être de lui faire prendre des fautes. Donc, moi, je pense que ça serait plutôt ça, ou jouer sur Siakam. Les deux options me semblent meilleures que celle de vouloir jouer enfin, de faire switcher pour attaquer Chet Holmgren et prendre des tirs de loin. Je pense que vraiment, quand ils vont regarder le film, pourront se dire, on s'est trompé vraiment sur la fin de match-up à attaquer. Après, je pense que il y a deux choses sur l'adresse à 3 points. Il y a ce que vous avez noté pour les Pacers. Il y a aussi le fait que OKC est pas bon à 3 points sur ses playoffs. C'est pas une grande équipe à 3 points, mais il y a quand même une espèce de loi des probabilités qui fait qu'il y a toujours un match quand même. Il y a un moment où les tendances s'inversent dans un sens ou dans l'autre. Et j'ai un petit peu le sentiment que le Thunder, il y a un moment où ils vont avoir un match avec une belle adresse à 3 points. Donc c'est pour ça, c'est tous ces éléments qui me feraient pencher pour une victoire du Thunder au prochain match. Et ce qui est intéressant toujours, pareil, c'est un secteur qui est pas très sexy, mais la bataille du rebond, c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. Le premier match, c'était les Pacers qui l'avaient gagné. Là, ça fait plusieurs maintenant que qu'OKC arrive à contrôler. Hier, si ils arrivent à prendre ce match en ayant fait 3 sur 16 à 3 points, ce qui est complètement dingue, c'est parce qu'ils ont mis tous leurs lancers francs ou pas loin, 34 sur 38, et qu'ils ont gagné la bataille du rebond. Donc parfois, c'est aussi bête que ça. Mais ce que j'aime avec le rebond, c'est que c'est une chose que tu peux quasiment... Autant l'adresse, c'est fluctuant. Tu peux prendre les meilleurs tirs du monde et si tu mets pas dedans, tu mets pas dedans. On peut demander aux Boston Celtics. Par contre, le rebond, c'est quelque chose de tangible sur lequel tu peux partir sur un début de match et te dire ça, on peut pas ne pas gagner cette bataille-là. Il faut qu'on gagne cette bataille-là. Et j'ai l'impression que le Thunder est mieux armé pour pouvoir gagner à nouveau cette bataille-là. Est-ce que quelque chose à ajouter, Fred? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les matchs à venir? Je me posais la question, quelle alternative a les Pacers? Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et c'est là où on disait en preview qu'OKC a quand même plus d'armes. C'est que là, on a du mal. Moi, j'ai du mal à voir que peut proposer en plus Carlisle en attaque. Quelle option, quel joueur faire sortir? C'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je parle d'adresse. Et après, tu l'as bien souligné, Théo, c'est là aussi que OKC a une marge. C'est qu'il y a la création de paires de balles et il y a le rebond offensif. Ils ont plusieurs armes et c'est peut-être sur ça que ça va jouer. Et je me pose la question, est-ce que Indiana a perdu plus qu'un match cette nuit? J'ai ma petite idée, mais bon.
J'avais le même sentiment. On verra, hein, peut-être que, évidemment, mais moi j'ai le même sentiment. Honnêtement, que toi là sur est-ce qu'Indiana a perdu plus qu'un match, parce que du coup je devine un peu ta réponse. Et moi je pense sincèrement que les 3 dernières minutes du quatrième quart-temps, les quatre dernières minutes, il y a fortement moyen que ça léante pendant plusieurs semaines, dans les plusieurs semaines voire mois à venir, parce que j'ai aussi l'impression qu'Indiana a perdu plus qu'un match. Mais voilà, après chaque scénario, vous l'avez très bien dit, chaque scénario a été différent. Indiana n'a pas perdu 2 matchs de suite. Indiana a des ressources mentales, mais j'ai aussi un peu l'impression que c'était le match que tu devais pas perdre. Et là, tu peux te reposer, bah oui, peut-être qu'Andrew Nembhard au prochain match, tu sais pas, il va claquer 32 points, tu sais pas d'où ça sort, tu vois, il a par le passé des fois sorti du match. Peut-être que Aaron Nesmith va refaire un match à 8 paniers à 3 points, peut-être que Siakam va mettre 34 points, mais là, comme ça revient un peu sur ouais, bah, est-ce qu'il y a un exploit individuel? Est-ce qu'il y a un de nos gars qui va avoir un gros coup de chaud? Et tu peux pas rationnellement complètement miser là-dessus, arriver avant le match et te dire non, mais là c'est bon, t'inquiète, Andrew Nembhard, c'est le match où il va avoir un gros coup de chaud. Après, il y a un truc, Théo, c'est qu'on parlait souvent, enfin, on a souvent parlé aussi, est-ce que Indiana va faire de la zone? Parce que tu parlais d'OKC. OKC, en fait, au-delà de pas avoir une grande adresse, ils prennent pas beaucoup de tirs à 3 points. Donc, Ouais. peut-être que l'objectif des Pacers va être justement, on va vous forcer à prendre des tirs à 3 points que vous voulez pas prendre. Donc ça, c'est aussi peut-être une alternative, une option un peu risquée s'il y a de l'adresse. Mais why not? Il faut, à un moment donné, il faudra prendre des risques. Ouais, faudra voir comment se dégoupille ce match 5. Mais sur les 3 derniers matchs, il y en a potentiellement 2 à OKC. Et c'est là aussi que le momentum et que ouais, cette défaite, elle risque de peser lourd au final. Je pense que tu as raison parce que on en avait parlé en preview. Moi, je m'attendais à ce que les Pacers s'en fassent bien plus tôt de la zone en mettant au défi des joueurs d'OKC qui peuvent mettre tir à 3 points, mais au-delà de les mettre, d'en prendre beaucoup en fait. Genre Chet ou Lou Dort, est-ce que vous êtes prêts à prendre 7, 8 tirs à 3 points si on vous laisse ouvert? Et c'est effectivement, je pense, enfin, faut reconnaître aussi que les Pacers ont fait tellement du bon boulot que Carlisle n'a pas eu besoin de sortir cette carte. Peut-être que c'est effectivement une carte qu'il a dans sa manche depuis le début et qui se dit, bon, bah là, il n'y a pas besoin. Notre défense individuelle est devenue tellement bonne qu'on n'a pas besoin de la sortir. Mais je pense que tu mets le doigt sur un vrai truc, Fred. Et juste, j'ai un dernier truc, c'est pas tant sur. C'est plus une remarque en fait globale. Je reviens sur ce que on disait tout à l'heure de la défense de Shai Gilgeous-Alexander. C'est assez marrant parce qu'au bout du compte, je pense que Shai Gilgeous-Alexander est un moins bon défenseur qu'on l'imagine et que Tyrese Haliburton est un défenseur bien plus correct qu'on l'imagine. Et quand on parle souvent de ouais, il faut qu'il step up, etc. Défensivement, ça sera jamais un stopper. Mais je trouve qu'il y a peu de choses à reprocher à Tyrese Haliburton sur ce run de playoff et notamment sur ses finales NBA. Ouais, clairement, ouais. De toute façon, la défense des Pacers est assez surprenante sur ces playoffs et même sur ces finales, ils ont encore haussé d'un ton leur niveau défensif, ce qui est assez impressionnant de la part d'Indiana. Je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Comme d'hab, les gars, vous avez été excellents. On se retrouvera demain. Il y aura le Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand. Peut-être que Théo nous parlera de foot ou pas, je ne sais pas. Elle était énorme la séquence. Joël Ouais, Batz, exceptionnel. c'est rien de glorieux, hein, y a rien de glorieux. Pierre Armand, on est encore outré d'ailleurs. Voilà, sachez-le. Et lundi, évidemment, CQFR, on sera là avec Shai. Le prochain match, c'est dans la nuit de lundi à mardi. On débriefera tout ça. Et d'ici là, bonne journée à tous. Et merci beaucoup, Fred. Merci d'être passé. Merci à vous les gars. Bon Ciao. week-end à tous. Ciao, ciao. Ciao.